Good tidings will bring to you and your friend. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings will bring to you and your friend. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Douala de plein pied dans la modernité commerciale. Ce jeudi était jour d'inauguration du grand mall de la capitale économique. À l'opération, le Premier ministre, chef du gouvernement. Une méga réalisation à découvrir en tête du journal. Le SDF perd pied et descend de son piédestal. Le parti est aux abysses sur l'échiquier politique national. Le dernier comité aura-t-il ébauché des solutions? C'est à voir dans le dossier du 20h30. La CRTV de plein pied dans le Chan 2020. L'Office faisait son kick-off en 90 minutes hier soir. Une émission spéciale pour lancer la campagne de communication sur la compétition. Nous vous amenons vers la fin du journal dans les coulisses de ce moment spécial au Palais des Sports. Voilà pour les titres. Développement après ce message. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. Le Douala Grand Mall, un centre commercial multiservice de 18 000 mètres carrés, inauguré solennellement ce jeudi par le Premier ministre, chef du gouvernement Joseph Dion Ngouté, au nom du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. L'espace donne encore tout son sens à la capitale économique du Cameroun et en coupant le ruban symbolique, Joseph Dion Ngouté a salué cette réalisation structurante et célébré l'excellence de la coopération Cameroun-Grande-Bretagne. Envoyé spécial à Douala, Laurentine Bokono. Du beau monde au sein de la clientèle invitée à faire ses courses dans ce complexe commercial de 18 000 m² de surface locative. Pour prévenir le moindre incident face à la bousculade éventuelle, les consignes de sécurité sont données. Attention à l'escalator. Dans les couloirs du centre commercial, le Premier ministre chef du gouvernement Joseph Dion Ngouté, le gouverneur de la région du littoral, les ministres du commerce, de l'industrie et du développement technologique et plusieurs autres personnalités venues découvrir et faire quelques emplettes pour les fêtes. L'hypermarché a adopté la couleur locale. Plus de 35% de notre chiffre d'affaires est réalisé à travers des produits made in Cameroun. Le maire de la ville de Douala, Roger Mbassadine, magnifie l'activité économique de sa ville. Douala qui n'a jamais aussi bien porté son nom de métropole économique qu'en ce jour. C'est alors l'occasion pour le Premier ministre de saluer l'essor d'une ville résolument engagée sur la voie de l'émergence et des opportunités offertes par le septennat présidentiel, des grandes opportunités. Douala Grand Mall est en effet le plus grand centre commercial en Afrique centrale, une destination recommandée de fêtes, Noël, Nouvel An et Chan. Le Douala Retail and Convention Center, de son vrai nom, aura coûté quelques 80 milliards. Au terme, principal financier, le groupe britannique Actis, déjà majoritaire à Eneo. Le Premier ministre chef du gouvernement a félicité les initiateurs de ce grand pôle commercial et touristique qui attend quelques 300 000 visiteurs par mois. Du Cameroun, bien sûr, mais aussi de la sous-région. Joseph Dion Ngouté, ce jeudi, à Douala. En 2016, le chef de l'État avait dit que le Cameroun va atteindre
le statut d'un pays émergent. Ce projet, c'est un projet qui est en droite ligne avec l'émergence du Cameroun. Non seulement les stades que j'ai eu à visiter, et aujourd'hui ce grand mall atteste de la vitalité de notre économie, mais aussi de la qualité de nos ressources humaines. Dans la ville de Douala, nous pouvons avoir 3 malls comme ça. Et il y aura assez de gens pour visiter. On me dit que déjà, ils sont déjà à 30 000 visiteurs par mois. Et ce chiffre dans la suite du journal, 36 milliards de francs CFA, le montant des pertes de l'État en 2019 du fait de la corruption. Un préjudice financier révélé par le rapport annuel de la Commission nationale anticorruption. Le document a été présenté ce jeudi à Yaoundé. Notre reporter Agnès Solange Abessolo relate ici la cérémonie qui était présidée par le président de la CONAC, Dieudonné Massigams. Première lecture, les juridictions de fond, notamment le tribunal criminel spécial. 18 arrêts définitifs pour des affaires de corruption impliquant plusieurs administrations publiques et privées. 79 personnes accusées, 43 déclarées coupables. Le montant du préjudice financier subi par l'État du Cameroun dans ces affaires est évalué à plus de 24 milliards de francs CFA. Autre affaire, le paiement des frais de justice dans les trésoreries générales de Douala et de Nkonsamba d'une part, puis le paiement des indemnités aux ex-temporaires du chantier naval et industriel du Cameroun d'autre part. Du fait des irrégularités constatées, l'État va perdre plus de 10 milliards de francs CFA. Toujours en 2019, le Conseil de discipline budgétaire et financière rend 26 décisions pour corruption concernant les responsables de 11 administrations publiques. En plus des amendes spéciales infligées, certains d'entre eux ont été mis en débat pour un montant de plus de 2 milliards de francs CFA. Des résultats rendus publics ce jour. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a une prise de conscience de la part de la plupart des Camerounais. Mais il faudrait encore beaucoup de travail à faire sur le plan éducatif. Tel est le regard de la CONAC sur la lutte contre la corruption au Cameroun en 2019. La corruption et divers trafics également à l'origine d'énormes pertes dans le secteur bois, des pertes évaluées à 100 milliards de francs CFA de 2012 à l'année 2018. Et le gouvernement sonne la fin de ce marché noir. Les ministres des Forêts, des Travaux publics et des Marchés publics ont signé mardi cette semaine un arrêté sur la nécessaire traçabilité de l'origine légale du bois utilisé dans la commande publique. Qu'est-ce qui va donc changer, Cyril Kinga Mbépé? Le texte est organisé autour de 4 chapitres et 13 articles. La précision est lisible dès le 4e article. Tous les ouvrages et fournitures faisant l'objet d'une commande publique doivent utiliser un bois traçable. Le bois d'origine légale, c'est un bois qui sort d'un titre valide. L'arrêté interpelle plusieurs départements ministériels. Le MINFOF qui en principe est chargé de la disponibilité de la ressource. Le MINMAT devrait intégrer les dispositions de l'arrêté dans les différents dossiers d'avis d'appel d'offres. Le MINTP devrait juste encadrer toutes ces dispositions sur le terrain. La signature de l'arrêté met un accent à l'assainissement d'un secteur où 3/4 du bois est d'origine illégale. Entre 2012 et 2018, 800 000 mètres cubes sont partis sans trace. L'arrêté conjoint que nous avons aujourd'hui est donc le fruit de cette concertation qui a pour objectif de contraindre tous les opérateurs bénéficiant de la commande publique de n'utiliser que le bois d'origine légale. 100 milliards de francs CFA de pertes annuelles en raison de l'illégalité. Désormais, les entrepreneurs et les fournisseurs vont s'approvisionner dans les unités agréées. Économie encore avec la série sur les priorités et les innovations du budget 2021. La rédaction jette ce soir un faisceau de lumière sur l'apport même du contribuable. Les recettes prévues de la douane ou encore des impôts vont être relevées de 15,5% l'année prochaine. Des services d'assiette élargis donc et une plus grande sécurisation de ces recettes. La preuve que l'État entend bien se donner les moyens de sa politique pour relancer l'économie. Lucrèce Mbenga.
De 2374 milliards de francs CFA en 2020 à 2743 milliards de francs CFA en 2021, les recettes fiscales et douanières escomptées épousent la volonté du gouvernement de disposer des ressources à même de lui permettre de faire face à ses charges. 2021 sera marqué par l'élargissement de l'assiette fiscale. De nouveaux contribuables auront désormais affaire au fisc. Un droit de timbre de 3% est instauré sur la publicité. Et vous, titulaire de véhicules de plus de 20 chevaux, préparez 50 000 francs de plus pour le paiement de ce droit. Cependant, 2021, c'est une exonération fiscale totale des activités des startups numériques. Dans la même veine, on note la suspension de la taxe à l'essieu pour les transporteurs, le maintien des mesures d'urgence anti-Covid prises en 2020, notamment la suspension de la taxe de séjour, a souligné à grands traits la baisse de la compte mensuelle de l'impôt sur les sociétés de 2% à 1,5% demandée par le JICAM. Quant à l'administration douanière, elle est dans une certaine mesure en première ligne dans la mise en œuvre de la politique d'import-substitution voulue par le gouvernement pour promouvoir l'industrie locale. Certains produits importés tels que les mobiliers et ouvrages en bois, les fleurs, les savons et les fameux cure-dents seront soumis au droit d'accise à hauteur de 25%. Droit d'accise supprimé par contre sur les produits cosmétiques fabriqués localement. Il y va de la reprise économique au Cameroun. Développement au niveau local. Ce jeudi était deuxième jour du forum socio-économique de Ngom-Dzap, c'est dans la région du centre. La grande vitrine du savoir-faire et du savoir-être des populations de cette localité bat son plein sous la houlette du président de l'association de développement, le ministre Grégoire Auna. Revenons alors sur l'ouverture même du forum agro-pastoral. C'était hier mercredi et c'est le reportage de Joséphine Eneke. C'est avec le fruit de leur labeur que les producteurs des 53 villages de l'arrondissement de Ngom-Dzap sont venus confirmer leur adhésion au projet de développement qu'est le forum socio-économique de la localité. Nous avons le chocolat à croquer, nous avons le chocolat tartiné, nous avons les fèves caramélisées, les fèves purifiées, nous avons le beurre de cacao. Tout cela, ce sont des produits qui sont transformés ici chez nous. Au-delà de la foire exposition qui va s'étaler sur 4 jours, un accent particulier sera mis sur la formation des jeunes. Ministères partenaires, investisseurs, organismes financiers et autres acteurs vont apporter une plus-value à ce rendez-vous agro-pastoral. La route Yaoundé-Kribi traverse la ville de Ngom-Dzap. Il s'agit donc pour les riverains de tirer profit de cet investissement offert par le président de la République pour asseoir la notoriété de Ngom-Dzap en tant que grand bassin de production agricole dans la région du centre. Le dossier du 20h30 est le Social Democratic Front, SDF, qui opère sa rentrée politique. C'était la semaine dernière un comité national exécutif pour la leur au sein de ce parti. Le SDF, absent des toutes premières élections régionales au Cameroun, malgré son score au double scrutin municipal et législatif de 2020, le parti qui n'a pas encore digéré les moins de 4% à la dernière présidentielle, le SDF est donc à la croisée des chemins, très loin aux abysses, en deçà des années 90. Regard Augustin Guizana. Dès l'avènement du multipartisme au Cameroun en 1990, le Social Democratic Front affiche sa grandeur dans l'arène politique nationale. En 1992, le SDF était la première organisation politique de l'opposition. Lors des élections présidentielles d'octobre 1992, le SDF s'en est sorti avec à peu près 36%. Seulement, la balance, symbole du parti, va connaître un déséquilibre sur l'échiquier politique 30 ans plus tard. L'euphorie qui avait gagné les populations camerounaises s'est quelque peu évanouie au profit d'un ensemble de partis politiques qui ont émergé. Le NEC a fait usage de l'article 8.2 en expulsant du parti tous ceux qui avaient des velléités. On peut citer Bernard Mouna, on peut citer Pierre Kouemo, on peut citer Lébi Lobé, on peut citer Kawala. La position ambiguë du SDF sur la crise sociopolitique dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest
et l'impact de celle-ci sur les fiefs du parti ne sont pas venus pour arranger les choses. Ils ont une base dans la population du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Et ils ont tenu une posture, ils ont tenu une réclamation que le SDF n'a pas bien articulée. Beaucoup ont fui. Parmi ceux qui sont les réfugiés au Nigeria, il y a beaucoup de leaders locaux du SDF. Mais pour le chairman John Fundi, le SDF n'est pas mort. Le Social Democratic Front, seulement au plus bas, comment donc remonter la pente et retrouver le panache des années fastes 1990, année de braise et entrée en scène de John Fundi le 29 mai. Le parti ne draine plus les foules et recherche son ressort. Quelle panacée pour remonter la pente? Voici des spécialistes qui émettent des avis dans ce reportage de Jean-Pierre Congé. Après avoir été le parti leader de l'opposition sans conteste, le SDF a vu son influence sur l'échiquier politique se réduire comme peau de chagrin au fil des ans. Le RDPC a repris racine sur les terres conquises par le SDF. Le MRC s'est invité dans la bagarre et la crise anglophone est passée par là. Pour les spécialistes de la chose politique, la dégringolade peut encore être stoppée pourvu qu'un effort de réorganisation et d'adaptation soit fait. Le projet social proclamé par le SDF le 26 mai 1990 soit revu, qui va permettre en sorte que la plupart des Camerounais continuent à acheter la vision politique. Le SDF peut se reconfigurer sous la forme d'un nouveau parti politique. Le fédéralisme ayant constitué la trame de fond du Social Democratic Front, il serait également temps de passer à autre chose, maintenant que le fédéralisme semble passer de mode. Amener tous les dissidents, les sécessionnistes, à les convaincre, à faire partie d'un nouveau mouvement. Avec la décentralisation en cours qui a pour finalité de rapprocher les centres de décision des populations, le SDF de l'habit des spécialistes devrait enfin s'arrimer à ce nouveau cap et admettre que son slogan fétiche « Power to the people » au pouvoir au peuple a perdu sa pertinence. Un autre acteur sur la scène politique, la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, qui s'engage à accentuer la lutte contre les discours haineux dans l'espace public au Cameroun et à poursuivre l'implantation de la Commission à travers les régions, des axes qui étaient arrêtés ce jeudi à Yaoundé au cours de la deuxième session ordinaire de cette institution. Bilan des activités et perspectives 2021, c'est dans ce reportage de Éric Benjamin, la maire. 3 ans après sa création, la Commission pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme vient de tenir sa deuxième session ordinaire annuelle. Du bilan des activités dressées par son président, il ressort que malgré le Covid, la commission Moussongé a tout de même pu remplir son cahier des charges. Nous avons fait des descentes dans les ministères pour évaluer l'application de la loi sur la promotion des langues officielles. Nous avons effectué une mission au nord, dans la région du nord et dans la région de l'extrême nord, pour écouter les populations et aussi pour expliquer les biens fondés de la loi sur la promotion des langues officielles. La dynamique ainsi engagée devrait se poursuivre en 2021 en mettant l'accent sur la lutte contre le discours de la haine et l'implantation des antennes régionales de la Commission sur l'ensemble du territoire. La Commission entend ainsi rentrer dans une phase plus concrète de sa mission, dont le but ultime est de réconcilier les Camerounais entre eux. Les adeptes des réseaux sociaux vivent en ce moment le phénomène dit du syndicat avec un certain amusement, un syndicat sous-entendu, syndicat des hommes qui sont remontés contre de prétendues exigences féminines. Ces hommes s'organisent pour n'offrir que 2000 francs à leur compagne après un rendez-vous, une grivoiserie en fait devenue virale sur la toile. Oswald Modou a mené l'enquête pour expliquer cette levée de bouclier. Le transport de la femme doit être 2000 francs, pas plus. Pour moi, 2000 c'est abordable. Pour avoir cela, il faut se battre comme vous voyez là. Si le syndicat vous parle peu, remontons le temps. L'idée fait suite à une série de publications faites par l'agent féminine et qui vantent les qualités de phare auteur du légendaire Sugar Daddy. Piqué au vif, la réponse des hommes ne se fera pas attendre. Une corporation est née. Son nom, le syndicat. Avec une seule loi, les dames n'auront plus droit qu'à 2000 francs CFA de frais de transport au grand max à la suite d'un rendez-vous galant. Tout un tarifaire voit d'ailleurs le jour, comme des garde-fous.
N'allez surtout pas jouer au petit malin en donnant plus. Le syndicat finira par le savoir et vous en subirez les conséquences. Les adeptes du syndicat qui se recrutent dans toutes les couches de la société s'en donnent à cœur joie sur la toile. Il deviendra vite international. Cet humour-là est donc venu à dessein pour donner la possibilité aux uns et aux autres de mettre sur la table un sujet préoccupant autour de cette question. Vous allez vous rendre compte qu'il n'y a plus ni musulmans, ni catholiques, ni acteurs de l'opposition, ni acteurs du parti au pouvoir. Jamais un sujet n'a autant embrasé la toile, fait tomber les clivages pour ne laisser que deux camps, regroupés par genre. La riposte prend une telle ampleur que hommes et femmes s'affrontent par poste interposé. Ces dames promettent un retour à la hauteur de l'affront. En attendant, le syndicat poursuit sa propagande. L'imagination des syndicalistes est d'ailleurs débordante sur le sujet. La presse, les affiches, la télévision, tout y passe. Même la présentatrice vedette du 20h30 et son journal n'y ont pas échappé. Mais in fine, cela n'est qu'un jeu, qu'il vaut mieux prendre comme tel. On l'entend ainsi, Oswald, un jeu. Et ce n'est pas très sérieux tout cela en tout cas. L'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé vient de tenir son tout premier conseil de direction. Autour du président, le professeur Maurice Aurélien Sosso, les membres ont examiné les nouvelles missions assignées à la Polytech après le récent décret présidentiel qui réorganise l'institution. Agnès Solange Abessolo. Une toute première concertation pour poser les jalons d'un cloisonnement indispensable lié aux innovations de la nouvelle organisation administrative de l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé. Ces nouvelles missions sont vraiment le renforcement de la qualité, l'assurance qualité et le renforcement d'un personnel hautement qualifié qui va répondre aux besoins du Cameroun par la recherche fondamentale et la recherche opérationnelle. Cette nouvelle vision de l'École nationale supérieure polytechnique a examiné également le règlement intérieur. De nouvelles missions assignées donc à cette école depuis le décret présidentiel du 11 mai 2020. Un changement qui amène les membres du conseil et les responsables de cette école à observer plus de vigilance dans la formation des ingénieurs qui bénéficient désormais d'un cycle de spécialisation. Et voici un livre qui va apporter de l'eau à cette lutte que mène la commission Moussongué pour le multiculturalisme au Cameroun. Le multiculturalisme camerounais et sa praxis quotidienne, c'est le titre de l'ouvrage que le prêtre et universitaire Jean-Marie Baudot vient de commettre aux éditions Connaissances et Savoirs. Fait remarquable, c'est bien le président Paul Biya qui signe la préface de cet essai de près de 200 pages. Et en attendant la dédicace prévue demain vendredi à 13h au Palais des Congrès de Yaoundé, Elvis Mbimba livre ici la quintessence à retenir de cet ouvrage. Il est le président du groupe de travail sur le multiculturalisme à la commission Moussongué. Son étude sur le multiculturalisme camerounais conclut que les 200 cultures camerounaises ont bien plus de similarités qu'on ne semble le dire. Ici, nous réussissons à établir des liens entre les différents groupes du Cameroun. Ce qui diffère en nous est moindre que ce qui nous unit. Pour construire une identité nationale de ce conglomérat, le prêtre et anthropologue propose un système éducatif porteur d'un projet fédérateur, ce que l'exceptionnel préfacier considère comme un prolongement du grand dialogue national. Le président a vu dans cet écrit la mise en œuvre des recommandations du grand dialogue national. Et il a écrit: en signant la préface de cet essai, le président Paul Biya invite les Camerounais épris de paix et de vivre ensemble à lire les pages de ce livre. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre.
La lutte contre le Covid-19 au Cameroun, avec ce soir cette question. Comment donc associer toutes les mesures barrières prévues dans la prévention contre cette pandémie, le lavage des mains plus le gel hydroalcoolique et toute la batterie des précautions vont-elles absolument ensemble? Question à l'expert dans cet entretien avec Évariste Eyenga qui nous attend déjà au centre des opérations des urgences de santé publique au quartier Messa ici à Yaoundé. Bonsoir Évariste. Bonsoir, c'est un peu d'amalgame. Comment sortir de là l'usage du gel hydroalcoolique ou alors le lavage des mains, les deux à la fois ou l'un sans l'autre. On va voir cela avec le docteur Simon Nundi de l'unité sensibilisation ici au groupe. Bonsoir docteur. Bonsoir Évariste. Alors, à quel moment faut-il utiliser le gel hydroalcoolique? On va préciser déjà que le lavage des mains à l'eau et au savon et l'utilisation du gel hydroalcoolique sont deux protocoles qu'on peut utiliser pour assurer l'hygiène des mains. Mais maintenant, on va plus recommander l'utilisation du gel hydroalcoolique lorsqu'on est dans des conditions où on est dans l'impossibilité d'avoir accès à de l'eau coulante et avec du savon. Donc lorsqu'on est dans un milieu où on ne peut pas avoir de l'eau et du savon pour assurer l'hygiène des mains, on peut utiliser le gel hydroalcoolique. Et à quel moment, quelle peut être l'efficacité du gel hydroalcoolique par rapport au lavage des mains? Non, l'efficacité est presque pareille, mais pourvu qu'on l'utilise bien. Donc on profite pour rappeler, lorsqu'on fait l'hygiène des mains, il y a 5 étapes fondamentales qu'il faut respecter. La première étape consiste à mouiller les mains. Donc soit je me mouille les mains avec de l'eau, ou bien je dépose ma solution hydroalcoolique. La deuxième étape consiste à frotter. Si j'ai dans la solution savonnée, frotter. Et après, la troisième étape consiste à pouvoir sécher les mains. Lorsqu'on a fini de rincer, on doit sécher. Mais on se rend compte que beaucoup de personnes se recontaminent lorsqu'elles sèchent les mains, parce que beaucoup de personnes sèchent les mains sur les habits. Or, si on ne peut pas utiliser un mouchoir correct, propre, il faut laisser les mains sécher à l'air ambiant. Merci à vous, docteur Simon. Nous dit le gel hydroalcoolique est aussi efficace que le lavage des mains. Les deux protocoles ont un point de convergence et conduisent vers la sécurisation des personnes. À vous le plateau. Merci Évariste, c'est entendu et nous parlons encore santé avec le conseil d'administration ce jeudi au centre hospitalier de recherche et d'application en chirurgie endoscopique et reproduction humaine. C'était donc plutôt hier mercredi ce conseil d'administration au CRACER et avec une session budgétaire jumelée qui arrête le budget de l'institution à 3 milliards de francs CFA. Un comité permanent d'opérationnalisation est également créé et sera présidé par Jean-Marie Kassia, le professeur Joseph Clément Ongba. C'est une session budgétaire pas comme les autres que préside André Mamafouda. 3 milliards de francs CFA de budget adopté pour 2021. Mais le Covid-19 s'invite au débat. Il faut s'ajuster à cette donne. Il fallait repenser le budget de 2021 s'appuyant sur la performance de 2019. Nous étions en train de monter en puissance nos activités, mais le Covid est venu, n'est-ce pas, nous décourager. En vue d'optimiser son plateau technique, le CRACER se propose d'acquérir de nouveaux équipements pour la cancérologie. Nous faisons déjà la bonne chirurgie cancérologique, mais maintenant il nous faut avoir du matériel qui va nous accompagner dans le diagnostic et même aussi dans le suivi, évaluation avec les bilans d'extension et le reste. Pour préparer la relève, le Conseil adopte une résolution désignant 9 sommités mondiales. À leur tête, Jean-Marie Kassia. C'est le comité permanent d'opérationnalisation stratégique de recherche, d'enseignement, de formation pour des soins de haut niveau en chirurgie endoscopique au CRACER. Dans ce saint dessin, professeur Nouandoua, un pur produit du CRACER. C'est le fleuron de l'engagement de Mme Chantal Biya pour une jeunesse montante. Il a définitivement tiré sa révérence. On l'appelait commandant Kisamba, de son vrai nom René Jacques Wungli Massagango. Il quitte la scène. La dépouille de ce nationaliste UPCiste de la première heure, arraché à la vie à la suite d'une longue maladie, était mise en bière ce jeudi à l'hôpital général de Yaoundé. Évocation de la riche mémoire du disparu Oswald Medon.
Avec le décès de Wongli Masaga, c'est l'une des dernières grandes figures vivantes du nationalisme camerounais qui s'est éteinte. Il avait d'ailleurs le nationalisme chevillé au corps, lui qui, à peine bachelier, embrasse la cause. Si la perte est lourde pour sa famille nucléaire, elle est aussi pour sa famille politique. Acteur majeur des années sensibles de l'Union des populations du Cameroun, le commandant Kisamba, comme on l'appelait, a consacré sa vie à la politique. Il a d'ailleurs sacrifié ses études de mathématiques à la Sorbonne pour rejoindre entièrement les rangs de la lutte pour les indépendances dès les années 60. Ceux qui l'ont connu évoquent un homme d'exception. C'était les anciens de ce parti qui ont combattu pour la véritable indépendance et unification du Cameroun. Le commandant Kisamba, c'était tout cela et bien plus encore. Un homme de conviction qui avait accepté de passer une grande partie de sa vie dans la clandestinité. Arraché à la vie le 17 octobre dernier, René Jacques Wongli Masaga serait inhumé ce samedi à Lolodov, son village qui a 84 ans. L'exécutif municipal de la commune de Soa était installé ce jeudi par Emmanuel Mariel Djigden, le préfet de la Mofou et Afamba. Leur mission, développer la ville universitaire de Soa en droite ligne avec les acquis de la décentralisation. Reportage François Bakary de CRTV Centre. Avec cette installation, Essama Mbolo, doyen d'âge des maires en poste dans le centre, entame son 4e mandat à la tête de la commune de Soa. Pour cet autre mandat, le maire s'est fixé quelques priorités. Nous allons lancer les travaux de finition de l'immeuble de l'hôtel de ville. Nous allons terminer les chantiers qui sont en cours, étendre le réseau d'électricité, continuer à étendre le réseau d'eau de Soa. Nous allons nous occuper particulièrement des jeunes, à part des actions de formation à l'entrepreneuriat jeune. Le préfet Emmanuel Mariel Djigden de la Mofou et Afama a engagé le maire et son conseil à travailler à renforcer cette option et à faire développer Soa en améliorant le cadre de vie des populations, y compris celles qui ne sont pas de son parti. Dans le littoral, des bourses pour les élèves de l'école maternelle de Bonabéry à Douala. L'école entièrement rénovée par la BGFI a également reçu des appuis pour les enseignants et bien d'autres cadeaux de Noël, des dons de la Banque gabonaise et française internationale, la BGFI Banque Cameroun. Franck Jam est à Douala. Des bâtiments entièrement rénovés pour une éducation de qualité. C'est le dessein de la BGFI Bank pour les tout-petits de Bonabéry. Cette année, nous avons choisi de donner un cadre plus convivial à nos enfants dans la quête de savoir. Nous nous sommes donc rabattus vers l'école maternelle de Bonabéry A, qu'on a trouvé dans un état de délabrement, et nous avons pris sur nous de rénover complètement l'établissement pour que les enfants qui y sont travaillent dans un cadre plutôt convivial qui leur permet d'avoir rapidement la connaissance qu'ils recherchent au quotidien. Pour cette cérémonie de rétrocession, la BGFI Bank, de par sa fondation, a offert des bourses pour les apprenants et un appui au corps enseignant de l'école rénovée. Nous allons continuer de déployer cela dans les autres établissements de la ville de Douala, dans les formations sanitaires de la ville de Douala et dans les orphelinats et autres, pour permettre aux populations d'avoir des niveaux de vie acceptables afin de leur permettre aussi de bénéficier du train de la croissance prôné par le chef de l'État. Sans coup férir, les tout-petits ont su déployer leur joie à travers scènes et carrousels. Pas moins pour que l'autorité administrative tire profit et joie de cet exploit. Et bien avant Noël, c'est le père qui marque l'avant par ses cadeaux. Pour cet acte inédit, c'est tout Bonabéry qui dit merci à la BGFI. La CRTV qui lance sa campagne de communication pour le Chan 2020, c'était hier soir. L'Office a dévoilé son plan de couverture médiatique à travers une émission spéciale supervisée par le directeur général Charles Ndongo et diffusée en direct sur tout le réseau CRTV. Je vous amène à présent dans les coulisses de cette émission spéciale au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé avec Évariste Senga.
30 minutes avant le coup d'envoi du plan de couverture médiatique du CHAN par la CRTV, Evelyne et Benen ajustent leurs fiches. Le chef de chaîne CRTV Sport apporte sa contribution au couple présentateur. De temps à autre, il prête une oreille aux sonorités de l'orchestre de la CRTV qui opère ses balances, le réglage des notes. Plusieurs responsables de la CRTV ont au fait de prendre place dans les gradins. De là, ils apprécient mieux les jeux de lumière et les projections des deux écrans géants disposés sur les deux bouts du plateau. En fait, une représentation d'un terrain de football. Tout cela est orchestré dans les régies vidéo, régies audio par une batterie de techniciens. Pour le make-up, les maquilleuses s'en chargent. Tous seront surpris par l'arrivée inopinée du ministre des Sports, le professeur Narcisse Mwele-Kombi, qui vient toucher du doigt les préparatifs. De hauts responsables de la CRTV lui font le point. Le directeur général de la CRTV le fait aussi, à distance, depuis le salon de ses invités de marque. Tout est fin prêt. Charles Nongo et ses hôtes peuvent alors se joindre aux autres. Ils prennent place dans les gradins du stade de foot. Evelyne et Benen saisissent le sifflet à la fois et c'est le coup d'envoi d'une partie de 90 minutes. Un aperçu de la couverture médiatique du CHAN sur les antennes de la CRTV. De grands moments en perspective, en tout cas, ce sera à partir du 16 janvier. Et avant de refermer ce 20h30, je signale ce télégramme officiel de félicitations du président de la République, son Excellence Paul Biya, adressé à son Excellence Nana Akufo-Addo, le président réélu de la République du Ghana. C'est pour sa réélection à la présidence de la République du Ghana. Et c'était le courrier présidentiel donc qui referme ce 20h30. Le journal était préparé avec la collaboration de Augustin Bichoka et de Auguste Ngononga. Vous aurez un autre journal, ce sera à minuit, il sera présenté par Gilbert Ongene et Dieudonné Sra. Pour les éditions du week-end, à partir de demain vendredi au 20h30, vous serez en compagnie de Atta Badine Omar. Et dès lundi, retrouvez Romuald Ntui-Songok au 20h30 pour la saison des fêtes de fin d'année. Et je vous souhaite par anticipation un joyeux Noël et une très bonne année 2021. Et je vous dis, restez sur la CRTV. À bientôt. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. CRTV News, ici, toute l'info.